de l'accueil des réfugiés. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, en Italie, c'est un peu plus compliqué, ça a commencé vers 2011 en Italie, l'augmentation. C'est à peu près stable, je dirais, depuis 2011, autour de 150 000 personnes qui traversent du Moyen-Orient vers l'Italie. Mais 850 000 personnes sont arrivées subitement en Grèce, sur une période d'un an. 850 000 personnes. De la Turquie vers la Grèce. Alors je vais encore faire de la provocation, vous verrez, j'aime bien ça. Ils sont partis de Turquie sans que personne en Turquie, dans les autorités, ne les voit partir. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires en Turquie, c'est un pays vachement ouvert. Donc il y a 850 000 personnes qui sont parties, qui sont arrivées en Grèce. Réaction des Européens, la Grèce, débrouillez-vous. Hein, c'est normal, un petit pays de 10 millions d'habitants, il faut dire. Je vais encore faire des provocations. Depuis 6 mois, en Grèce, il y avait un gouvernement de gauche radicale au pouvoir, donc ils pouvaient se débrouiller tout seuls. Hein, on était pour qui continue à rester dans la situation. Je ferme ma provocation. Rien en Syrie n'explique cette situation. Rien en Syrie n'explique que d'un seul coup, en 2015, 850 000 personnes quittent la Turquie pour venir dans l'Union européenne. C'est pas vrai. La situation ne s'est pas dégradée d'un seul coup comme ça en Syrie. Rien n'explique ça. En Syrie. Parce que c'est majoritairement... Oui, j'ai dit la Turquie? Oui. Je recommence. Ils sont partis de Turquie parce que l'essentiel des réfugiés syriens sont effectivement en Turquie. Ils sont partis de Turquie. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays maintenant nous expliquent qu'ils peuvent retourner en Turquie, puisque la Turquie est un pays tiers sûr. Un pays tiers sûr. C'est le moyen de renvoyer les Syriens en Turquie. Donc, ce mouvement, pour moi, est un mouvement sur lequel on devrait d'abord s'interroger. Parce que depuis, que fait M. Erdogan? Il ne cesse de détériorer la situation interne, de bafouer les droits de l'homme sur son territoire. Hein, il y a des centaines, des milliers, pour 150 000 personnes qui ont été arrêtées. Quasiment autant de fonctionnaires qui ont été révoqués. Donc ce pays est dans une situation par rapport à l'état de droit dramatique. Et, comme par hasard, la Commission européenne, il y a 2 jours, a réouvert 3 milliards d'euros pour la Turquie pour venir en aide aux réfugiés, sachant que l'État turc ne prend quasiment pas en charge les réfugiés, à quelques exceptions près, notamment Gaziantep. Dès qu'on vous parle de voir la situation des réfugiés en Turquie, le gouvernement turc vous emmène à Gaziantep, qui est le camp modèle. Mais la très grande majorité des réfugiés sur le territoire turc ne sont pas pris en charge par les autorités turques. Au contraire, il y a même des abus vis-à-vis de ces populations. Je reviens à 2015-2016. Et je vais faire plaisir à notre collègue de Fribourg. Je vais dire heureusement que l'Allemagne était là. Heureusement que l'Allemagne était là. Heureusement que l'Allemagne a ouvert ses portes. Heureusement. Parce que la situation de tous les autres pays, à 1 ou 2 exceptions, et notamment la Suède, que je mettrai un peu à part, même si ça évolue pas bien, qui proportionnellement à sa population est le pays qui accueille le plus de migrants et de réfugiés. Mais merci l'Allemagne. Merci l'Allemagne, quand même. Parce que l'Allemagne a accueilli, en 2015, plus de 700 000 demandeurs d'asile. Et 440 000 en 2016. Plus d'1 million de demandeurs d'asile ont été accueillis en Allemagne. Et sur ces 1 million, 600 000 d'entre eux ont eu droit à la protection internationale. Alors, on fait des comparaisons France-Allemagne. Sur la même période, la France a accueilli 170 000 personnes, 2015 plus 2016. Un petit peu plus, et je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a une explication, je suis preneuse, 100 000 l'année dernière, alors que dans tous les pays, les demandes d'asile diminuent, en France, ils continuent d'augmenter, on ne sait pas pourquoi. C'est une exception européenne. Pour une fois, il y a une exception française. Mais l'Allemagne, je vous ai donné les chiffres, reconnaît 60%, plus de 60% des demandes d'asile. C'est d'ailleurs la moyenne européenne. En France, 35%.
35%. C'est un des pires pays de l'Union européenne. Si on commence par la fin, c'est le 6e. À égalité avec les Pays-Bas, la Hongrie, quelques autres. C'est bien pour la patrie des droits de l'homme, non? La France, terre d'asile. Excusez-moi, mais je trouve quand même que là, il y a quand même un petit peu d'excès. Et je ne digère toujours pas le fait que M. Valls, alors Premier ministre, ait été à Munich donner des leçons à Mme Merkel pour dire qu'il ne fallait pas qu'elle fasse ce qu'elle fait, ce qu'elle était en train de faire. Ce qui est quand même une honte. Véritablement une honte. Ça, c'est pour le cadre général. On reviendra sur les détails si vous voulez. Quid des politiques européennes? Alors, d'abord, il faut savoir que sur ces questions-là, on est quand même très dépendant de la volonté des États membres. Certes, depuis Maastricht, renforcé depuis Lisbonne, il y a plus de compétences qui sont possibles au niveau européen. Mais encore faut-il que les États membres le veuillent. Sur ces politiques-là, on est pour l'essentiel en matière de procédure législative ordinaire. C'est-à-dire que la Commission propose des textes, le Conseil et le Parlement européen se mettent d'accord pour un texte commun. Il n'y a pas, comme à l'Assemblée et au Sénat, excusez-moi, je parle d'abord au français, une procédure qui permet à l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot. Il faut qu'on se mette d'accord. Si on ne se met pas d'accord, il n'y a pas de texte. Ça, c'est les procédures, les législations internes. On parle de plus en plus d'externalisation des politiques migratoires. Donc on est sur des politiques étrangères. Et sur la politique étrangère, c'est le Conseil, et lui seul, qui a la main et qui décide. La Commission est en quelque sorte le secrétaire. Et le Parlement européen n'a quasiment rien à dire, sauf à approuver ou refuser les accords internationaux quand ils existent. Il confère l'accord UE-Turquie, qui n'est pas un agreement, qui est un statement, c'est-à-dire qui n'est pas un accord international, qui est une déclaration, ce qui permet d'empêcher le vote du Parlement européen. Parce qu'il savait très bien qu'il ne l'aurait pas eu d'ailleurs. Et on voit ça se démultiplier de plus en plus, notamment pour les accords de réadmission. Les accords de réadmission sont de moins en moins des accords formels. C'est de plus en plus des accords informels parce que les pays d'origine ne veulent pas. C'est ce qu'on nous dit. Mais comme ça, on fait un accord de réadmission avec la Russie, par exemple. On est en train d'en préparer un avec la Biélorussie. La Biélorussie, vous entendez bien. Informel. On en a fait un informel avec l'Afghanistan. Alors que les Afghans sont la deuxième nationalité à demander l'asile. Mais on n'a aucune marge de manœuvre. Ce n'est pas des accords formels, ça n'est pas soumis au vote du Parlement européen. Je reprends le fil de l'évolution des politiques européennes. Depuis 2001, grosso modo, les politiques migratoires européennes sont de plus en plus fermées. Ça a commencé avec Ceuta et Melilla, avec les accords entre l'Espagne et le Maroc et la construction du premier mur. Il y a eu la même chose entre la Grèce et la Turquie, entre la Turquie et la Bulgarie. J'étais il y a 15 jours à la frontière bulgare, on en parlera si vous voulez, c'est intéressant, notamment compte tenu de l'évolution en Turquie et de la façon de la coopération policière qui existe entre la Bulgarie et la Turquie. Et on fait maintenant, depuis la fameuse crise de 2015-2016, des murs à l'intérieur de l'Union européenne, enfin à l'intérieur du continent européen. Pourquoi je cite du continent? Parce qu'il y a un mur entre la Hongrie et la Serbie, et qu'à l'intérieur du continent européen, on rétablit les contrôles, on n'est pas encore à construire des murs, mais on rétablit les contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen, notamment à la frontière entre la France et l'Italie, qui est un vrai sujet de préoccupation, parce que je rappelle que la France n'a pas demandé, contrairement aux 6 autres pays européens, le rétablissement des contrôles à l'intérieur de frontières pour des raisons migratoires, pour des raisons d'afflux migratoire, et pour cause d'ailleurs, parce que la France n'a pas été concernée. Ils ont eu un peu de mal à démontrer qu'ils avaient raison, mais pour des raisons de COP21 d'abord et d'attentats terroristes d'autre part. Mais qu'est-ce qui se passe à la frontière entre la France et l'Italie?
c'est bien du contrôle migratoire. Mais c'est bien du contrôle au faciès. J'ai encore eu un témoignage dans la presse il y a 2 jours, comme quoi on avait arrêté un train et fait descendre tous ceux qui avaient la peau noire du train. Ça se passe aujourd'hui en France, à la frontière franco-italienne. Donc, de plus en plus, c'est mieux. On a actuellement 15 textes qui sont posés sur le bureau du Parlement européen, qui ont tous le même objectif: renforcer les contrôles sur les migrants en situation irrégulière, avec un seul objectif, les politiques de retour vers les pays d'origine. Augmenter les retours. Si vous regardez tous les textes européens en ce moment, tous les exposés des motifs des textes européens, c'est augmenter les retours, contrôler l'immigration irrégulière, et notamment les flux, ce qu'ils appellent les flux secondaires, c'est-à-dire les déplacements à l'intérieur de l'Union européenne. On a une modification notamment sur Dublin. Je pense que ça doit être un sujet sensible pour vous. Nous sommes saisis de ce texte. Nous essayons, quand je dis nous, c'est le Parlement européen, la majorité du Parlement européen, de faire bouger les lignes, notamment pour qu'il y ait une meilleure répartition entre les États, qu'il y ait un système de répartition, vu ce qui s'est passé sur le système de répartition, de relocalisation qui n'a pas marché. On essaye de faire qu'il y ait en sorte qu'il y ait un système qui soit plus automatique et plus permanent, avec des règles qui évitent que les États décident tout seuls dans leur coin sans aucun contrôle de qui que ce soit. On essaye de faire en sorte que quand quelqu'un arrive à la frontière et qu'il a de la famille, notamment dans un État membre de l'Union, il puisse rejoindre sa famille. De faire en sorte que le dublinage, je suppose que je n'ai pas besoin d'expliquer, ne soit pas automatique. Mais nous nous heurtons à une position du Conseil qui va exactement dans le sens contraire, qui veut supprimer la possibilité de non-dublinage, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on a du mal à le croire, l'État qui accueille un réfugié qui a été enregistré, dont la demande d'asile a été enregistrée dans un pays entrant, n'est pas obligé de le renvoyer. C'est le pays d'origine qui est obligé, le pays premier entrant qui est obligé de l'accueillir. Mais la France, par exemple, n'est pas obligée de renvoyer vers l'Italie, n'est pas obligée de renvoyer vers l'Allemagne, n'est pas obligée de renvoyer pas vers la Grèce, parce qu'en ce moment c'est interdit. En tout cas, ça n'est pas obligatoire. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Donc, dans la réforme actuelle, ce qu'ils veulent faire, c'est le rendre obligatoire. Parce que ça commence à se savoir que c'est pas obligatoire. Ils font comme si c'était obligatoire. Ils veulent restreindre les possibilités de regroupement familial. Et bien évidemment, ils refusent le système d'autorisation de clés de répartition. Il y a un bras de fer en ce moment entre le Parlement européen et le Conseil. Je vous invite à le suivre et à vous y intéresser, parce que quelquefois, on se sent un peu seul au Parlement européen quand on mène des batailles, alors que nous avons une majorité. Nous avons encore une majorité du Parlement européen qui permet d'avancer dans la logique de défense des droits, et notamment des droits des migrants et des réfugiés. La position du Parlement européen est de demander plus de voies régulières pour les migrants et pour les réfugiés, pour les migrants et pour les réfugiés. Parce que pourquoi il y a des mouvements de population comme cela depuis l'Afrique et le Moyen-Orient? Parce qu'il n'y a pas de voie légale pour ces gens-là. Il n'y a pas de possibilité de venir légalement.